Donc j'ai connu toutes ces réformes, et donc c'est un peu ce qui m'amène, en tant que vieux militant de l'éducation permanente, à formuler un petit bulletin de vigilance orange même sur le système et la réforme du système éducatif actuellement engagé. Alors, bon, pourquoi c'est nécessaire? Parce que quand vous regardez toutes les études internationales, européennes et mondiales, l'OCDE, l'UNESCO, la France est régulièrement en queue de classement quant aux résultats de sa politique éducative. Quand on voit les quelques 32 milliards d'euros annuels investis, on voit que les résultats sont décevants, qu'on continue à arroser où il n'y a déjà plu et que la formation professionnelle prête plutôt à ceux qui sont déjà formés. Donc il y a une nécessité évidente de changement. Alors ce changement, le gouvernement l'a proposé autour de 3 finalités, de 5 objectifs qu'il faut bien de rappeler et dont on verra justement après la cohérence. La première finalité, c'est novembre 2017, c'était investir massivement dans la formation et les compétences pour être collectivement capable de se hisser au sommet de la chaîne de valeur mondiale et d'impulser des changements de l'économie de la connaissance plutôt que de les subir. Changement de l'économie de la connaissance plutôt que de les subir. Donner à chacun, deuxième finalité, la liberté de choisir et la capacité de construire son parcours professionnel pour créer ou saisir les différentes opportunités professionnelles qui se présentent. Et troisième finalité, protéger les plus vulnérables contre le manque ou l'obsolescence rapide des compétences et vaincre ainsi, enfin, le chômage de masse. Voilà quelles étaient les finalités que le gouvernement avait proposées à la négociation des partenaires sociaux. Ils y rajoutaient 5 objectifs opérationnels qui étaient, et on va les retrouver dans la loi bien sûr, créer une liberté professionnelle pour les salariés par un compte personnel de formation facile d'accès, opérationnel et documenté, organiser un effort sans précédent de formation des demandeurs d'emploi pour vaincre le chômage de masse, favoriser l'investissement massif des entreprises dans les compétences des salariés, quatrième, refonder le système de formation en alternance sur les besoins des entreprises et des attentes des jeunes, et enfin, un enjeu transversal et systémique de la réforme qui était développer la régulation du système de formation professionnelle par la qualité et renforcer l'accompagnement individuel. Alors la cohérence interne, et c'est Abaléa qui utilise beaucoup cette méthode d'évaluation qualitative que je trouve très intéressante pour évaluer les projets, c'est l'articulation qu'il y a entre les finalités et les buts que l'on poursuit et les objectifs généraux opérationnels qu'on se donne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cohérence entre les grandes finalités, ces étoiles auxquelles on accroche le chariot de nos projets, et puis les choses que l'on met en œuvre. Donc dans ce domaine-là, au regard des finalités visées, dont vous avez vu l'étendue, je pense qu'il faudra vraiment une naïveté sociale totale pour penser que les objectifs prévus, même s'ils peuvent y concourir, soient suffisants pour atteindre ces finalités. Et on peut s'interroger en effet sur l'efficacité de la formation pour vaincre le chômage de masse, par exemple, ou réduire les inégalités. En fait, tout ça, pour moi, je pense que c'est un peu comme Barthes le définissait dans mythologie, c'est-à-dire c'est un peu un mythe, c'est une parole un peu dépolitisée, dont une des fonctions, c'est d'écarter le réel, quelque part. Et le mythe de la qualité en est un autre exemple. Je prends un exemple, dans les années 60, 30 glorieuses, on a pu croire que la formation, c'était une variante principale du développement économique, vous vous souvenez. À partir de 73, on l'a sollicité de plus en plus comme une réponse privilégiée à la montée de la crise, avec vers une potion magique contre le chômage. Et il a fallu attendre 1984, qui était donc un tournant intéressant, pour qu'on considère, ce qui est, on a dit, du bon sens, que la formation n'est qu'une variable stratégique parmi d'autres. Certes, l'investissement formation, c'est utile, mais ça prend son sens qu'en combinaison avec d'autres investissements dans le champ du travail et plus largement dans le champ social. Je pense qu'il serait intéressant que les porteurs de la réforme se souviennent de cette approche un peu systémique de la formation. La cohérence externe, qu'est-ce que c'est? C'est la pertinence d'un projet, c'est-à-dire l'adéquation de ses objectifs aux caractéristiques de ses destinataires, de l'environnement local et des institutions qui le mettent en œuvre. Alors bon, tout changement suscite des inquiétudes, des interrogations, des oppositions.
Et moi qui ai vécu donc toutes les réformes depuis mon entrée en 68 dans le champ de la formation des adultes, j'ai jamais observé autant de réactions, de méfiance, aujourd'hui, de rejet de l'ensemble des acteurs, partenaires sociaux, régions, collectivités territoriales, branches professionnelles, entreprises, prestataires de formation, monde associatif, usagers de la formation. Les débats de la journée en ont largement d'ailleurs témoigné de cette réaction. Alors on doit bien sûr bousculer le présent pour préparer l'avenir. Il faut oser l'innovation, mais encore faut-il que les acteurs veulent bien jouer aux nouvelles règles du jeu proposées. Non, là où tu attaches la chaîne, elle ne bouge pas forcément. On est de cordée, oui, mais c'est la à condition que les encordés aient leur mot à dire sur le choix de la promenade et qu'ils soient motivés à la fin. Alors moi je garde que l'espoir que le gouvernement dans la construction qui reste à venir, et on aurait dû intituler cette journée qu'est-ce que va devenir la formation pendant la mise en œuvre de la réforme. On a vu la transition nécessaire tout à l'heure de cette affaire. Donc parce qu'il faut absolument rompre avec la participation dépendante. J'ai décidé ça, qu'en pensez-vous? C'est un peu la différence qu'il y a entre la démocratie et le totalitarisme. Totalitarisme, tais-toi, ferme ta bouche. Et la démocratie, c'est cause toujours, dès que pas. Et donc, dans ce domaine-là, on a de possibilités d'action au niveau des acteurs que ce que conçoit le pouvoir dominant. Alors, souhaitons qu'il s'engage une concertation réelle avec ce qu'on appelle l'ingénierie concourante depuis que le Botter l'a défini comme ça, c'est-à-dire une ingénierie qui se met en place au fur et à mesure du projet avec l'ensemble des partenaires du projet. Et que cette ingénierie concourante est, à mon avis, la seule réponse possible pour construire ça. C'est pas j'ai décidé ça pour je pense que c'est la seule voie possible pour piloter le changement. Il y avait un sociologue, Michel Crozier, qui disait on ne gouverne pas la France par décret. Encore moins par ordonnance. Donc dans ce domaine-là, un changement réussi, disait-il, c'est le résultat d'un processus collectif à travers lesquels sont mobilisés, voire créés des ressources et des capacités de participants qui constituent des nouveaux jeux, qui sont mis en œuvre dans une mode consentie et non contraint, et qui permet au système, alors qui sera toujours ce que les acteurs en font, on peut compter sur les acteurs pour tout de même s'approprier le système, de se réorienter comme un ensemble humain. C'est-à-dire que quelque part, il y a une construction progressive. On ne peut pas agir par rupture en instituant, comme on le fait un peu aujourd'hui, un ordre nouveau en remplacement d'un fonctionnement ancien. Toute réforme, dans sa recherche de nouveauté, légitimement peut créer des règles du jeu et des institutions nouvelles, mais elle se doit aussi de réhabiliter l'habitat ancien. Toute réforme doit aussi réhabiliter l'habitat ancien, et dans la réhabilitation de cet habitat ancien, eh ben, il ne faut pas forcément supprimer des choses tout de suite. On peut développer des choses nouvelles, le faire par implémentation progressive et remplacer progressivement. Or, il se trouve tout de même qu'on a fait fort et qu'on a tout de même beaucoup, mais c'est pas propre qu'à la formation, d'ailleurs beaucoup détruit, et sans forcément avoir encore prévu le remplacement. Donc on va se trouver devant des vides juridiques et des vides d'application qui risquent d'être difficiles à gérer. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est attention de ne pas tout de même passer avant d'avoir faire ça par tuilage, ça serait tout de même mieux que l'on le fait actuellement. Alors reste le troisième point de l'évaluation qualitative que propose Amalia, c'est l'adéquation des moyens. Alors les moyens, le premier, à tout seigneur de toute honneur, c'est le programme personnel de formation. On en a discuté beaucoup aujourd'hui. Je partage les interrogations. J'ai des doutes aussi quant à l'application informatique prévue par la gestion de l'usager. En fait, d'ailleurs, sur l'application qui devait faire au 1er janvier est reportée, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. On a pu voir aussi combien le passage de l'heure à l'euro constitue peut-être un progrès, d'ailleurs, je pense aussi, mais porte aussi à des limites. Alors, limite quant à son montant. C'est-à-dire, donc c'est bien de donner des sous, mais qu'est-ce qu'on va faire avec et avec quel montant? Et puis, on l'a vu tout récemment dans la discussion qui précédait, limite quant à la capacité qu'il va y avoir de le financer.
plus de crédit. Le problème que évoquait Jean-Marie Lutranger sur la caisse des dépôts, avec les budgets qui sont donnés. Donc il y a aussi ces limites. Ces limites d'ailleurs sont tellement visibles qu'on a assisté sur ce dernier trimestre à un nombre plus important de demandes de formation sur l'ancien système. Et parce que les gens disent que ça sera toujours ça le prix, le nouveau système c'est pas clair. Alors le point quand même le plus important, c'est le fait qu'on renvoie chaque individu face à son smartphone et qu'on renvoie beaucoup sur l'individu le soin de gérer sa carrière et ses formations. Bon, c'est pas nouveau ça par contre, c'est commun à l'ensemble des textes sur la formation. On a beaucoup tendance à renvoyer sur la responsabilité individuelle, la responsabilité qu'on gère de moins en moins bien, comme l'exclusion, le chômage, au niveau collectif. Donc il y a là une sorte de leurre permanent qui est repris, se renvoie sur la responsabilité individuelle, est une bonne manière aussi de se dédouaner quelque part de la gestion de ces responsabilités collectives. Alors, troisième point en ce qui concerne les moyens, qu'est-ce que va devenir, quelle va être la portée du plan d'investissement de compétences et le rôle exact de la future agence France Compétences à gestion tripartite avec sa mission de régulation de contrôle de la qualité de la formation. Vous le posiez tout à l'heure, Sabrina Lucado en parlait, l'articulation avec les OPCA, les OPCO, opérateurs de compétences. Alors, ensuite, en dehors des actions sur la formation, ça a aussi des répercussions sur les formateurs. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais ils sont amenés à être obligés de changer de regard. Pas seulement de lunettes, comme vous dites, il faut aussi changer de regard. Le formateur aujourd'hui, c'est un homme orchestre qui est à la fois enseignant, militant, formateur de métier et travailleur social. On ne peut plus être seulement transmetteur de savoir, quel que soit l'endroit où on est même obligé d'élargir sa palette. Le formateur, deuxième commandement, il a besoin de beaucoup de résilience. Vous savez, c'est cet art de naviguer sur les torrents. On a vu combien, dans la réforme qui va se mettre en place, il y a des torrents à naviguer sur le retour. Et que ça ne va pas être facile. Donc, beaucoup de résilience. Il doit aussi avoir une approche constructiviste, c'est-à-dire pas rentrer dans la planification. Il doit être aussi proactif, c'est-à-dire pas seulement réagir aux événements, mais aussi anticiper et essayer que les choses aillent un peu dans le sens qui est le leur. Il doit aussi utiliser, bien entendu, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est obligé de développer ce qu'on appelle des compétences de troisième dimension, un peu même de la métisse de cette intelligence creusée des Grecs. Il en a ô combien besoin pour gérer quelque chose qui est difficile. Il est aussi dans une approche partenariale et interculturelle. Il doit aussi engager à titre personnel un questionnement éthique. Et il doit aussi penser son expérience lui-même et surtout se former lui-même tout le long de la vie. Voilà un peu les commandements qui étaient celles du formateur sur les changements des formateurs. Alors reste ce que j'ai mis sous la rubrique conception élargie. Alors c'est la rupture, parce que je suis un humaniste par votre quelque part, c'est la rupture, un vrai Big Bang, hein, celui-là, je trouve, vers une conception de la formation qui ne soit plus entièrement inféodée à l'économique et à l'emploi. Je finirai par un appel disant, et pourquoi pas, comme Nicolas Hulot voulait des gilets verts pour l'écologie, pourquoi pas nous aussi endosser un gilet. Et je proposerai la couleur arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que la formation, ça touche toutes les facettes du développement.